D'accord, eh ben, écoutez, bonjour à tous. Peut-être juste vous dire, donc, vous le savez à mon accent, je suis française, je suis maître de conférence en sociologie et je suis maître de conférence à l'université Rennes 2, donc en Bretagne. Je ne suis pas très loin de là où travaille Alexandre Berkès, pour dire les choses encore plus précisément. Voilà, on m'a proposé de participer à cette série Savoir et j'ai eu l'idée que vous pourriez être intéressé par comprendre en quoi et comment le savoir expérientiel pouvait être utile et probablement pas n'importe quel savoir expérientiel. C'est aujourd'hui un mot qui est très à la mode, on va dire en tout cas en France, mais j'imagine aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Un mot qui est très à la mode, mais finalement, le savoir expérientiel de chacun d'entre nous est peut-être pas si intéressant que ça. Je vais vous donner un exemple concret. Je pense que savoir l'expérience que vit votre voisine lorsqu'elle se rend au supermarché et qu'elle parle avec la caissière ne présente finalement que très peu d'intérêt. Voilà, donc je pense qu'il y a un malentendu ou une façon pas très précise de s'exprimer et qui est de dire, voilà, les savoirs expérientiels, c'est important, c'est intéressant. Non, pas n'importe quel savoir expérientiel, précisément ceux qui sont rares, ceux qui sont peu connus, ceux qui sont peu partagés. Voilà, et donc moi, je vais vous parler uniquement de savoirs expérientiels rares. Alors, rare, ça signifie quoi? D'abord, c'était compliqué de trouver comment qualifier les savoirs expérientiels intéressants, mais rares au sens où, précisément, ils ne font pas partie du sens commun. Donc, dans la vie ordinaire de tous les jours, la plupart d'entre nous n'avons pas accès à ces savoirs-là, voire même ignorons même leur existence. Rares également parce qu'ils se réfèrent à des situations rares, plus rares en tout cas. Et donc, pour ma part, je suis aussi sociologue du handicap et de la santé, et donc je m'intéresse aux savoirs expérientiels qui sont produits donc lorsque les personnes vivent en situation de handicap, vivent avec une maladie chronique, vivent avec des troubles de santé mentale. Mais ça vaut pour n'importe quelle situation rare. Et par exemple, assez récemment, on s'est rendu compte que ça pouvait valoir pour un certain nombre d'expériences de la migration. Voilà. Donc, ce n'est pas exclusif de la question de la santé ou du handicap, ce dont je vais vous parler. C'est une théorisation qui peut s'étendre bien plus largement. Par exemple, je suis aussi sollicitée pour travailler sur les questions de grande précarité, de pauvreté, etc. Et ça fonctionne également. Donc, expérience rare plutôt au sens un, de savoir qui finalement nous échappe à la plupart d'entre nous, deux, sont très peu, très peu connus, très peu partagés, ne participent pas du sens commun, donc de la façon qu'on a de voir le monde et d'agir dans le monde de façon ordinaire. Et, et trois, ces savoirs sont aussi rares pour une raison qui est en fait celle qui m'intéresse, c'est qu'ils se réfèrent à des situations pour lesquelles, et là je vais développer parce que sinon ça ne va pas être si évident que ça peut sembler un peu incongru ce que je raconte, mais des situations pour lesquelles il n'y a pas toujours beaucoup de signification. Je sais que quelque chose qui a beaucoup marqué mon expérience professionnelle de sociologue, c'est ma toute première enquête auprès de personnes blessées médulaires, donc des personnes qui apprennent qu'elles vont faire leur vie en fauteuil parce elles ont une blessure de la moelle épinière et qu'elles sont donc paraplégiques ou tétraplégiques. Et dans les 15 jours, 4 semaines après le réveil du coma, en fait, ces personnes ne réalisent pas du tout qu'elles sont en situation de handicap. Pourtant, de fait, elles sont déjà alitées et contraintes par leur corps. Mais là, ce que j'ai vraiment compris et qui m'a vraiment surprise, en fait, c'est qu'on puisse être en situation de handicap, avoir un corps qui vous contraint objectivement, concrètement dans la vie de tous les jours, et ne pas réaliser pour autant qu'on est en situation de handicap. Et donc, il y a un écart entre le fait, la matière, et la manière dont on vit l'expérience. Voilà. Et pour que ces personnes arrivent à penser leur expérience d'un nouveau potentiel corporel, un corps blessé médulaire, il leur faut plusieurs mois. Et je me suis rendu compte que la plupart des significations qui étaient mises sur ces expériences étaient essentiellement des significations médicales. Or, dans notre vie de tous les jours, on ne pense pas avec le modèle médical en tête. Et je me suis donc aussi rendu compte, par cette première enquête
très, comment dire, très fondatrice pour moi dans ma pensée, que finalement, le savoir médical était certes très utile et je vois même indispensable. Il y a eu des vies sauvées en termes de personnes blessées médulaires, mais ne permet pas de penser la vie ordinaire, la vie quotidienne, avec un corps différent, avec une façon de penser différente, avec un trouble de santé mentale, avec une maladie chronique, etc. Voilà. Et donc, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux expériences qui finalement, le terme que j'utilise parce que c'est le plus juste, sont peu sémantisées. Alors, peu sémantiser, ça veut dire mettre des significations sur, donc des situations que ces personnes vivent pour lesquelles il y a peu de significations à disposition. Et je vais vraiment vous parler de ça tout le temps. Tout ce que je vais vous proposer ce soir, c'est une analyse de sociologie de la connaissance et qui est inscrite dans un cadre théorique qui est porté par Berger et Luckmann. Cette analyse sociologique est fondée sur un matériau très important qui est recueilli dans le cadre de plusieurs enquêtes, toutes de type ethnographique, en général de longue durée. Et j'ai démarré ces enquêtes-là il y a déjà 10 ans. Le recueil de données a été engagé sur plusieurs terrains, parfois parallèlement, parfois successivement. Et vous verrez que c'est la raison pour laquelle je vais pouvoir évoquer des situations variées et donc pas seulement un seul type de pathologie, etc. Donc les situations rares ont en commun d'être suffisamment hors des expériences partagées pour que la société n'ait pas produit, pour qu'elle n'ait pas produit et qu'elle n'ait pas mis à disposition des savoirs permettant de mieux comprendre ces expériences individuelles. Alors, ça peut paraître un peu fumeux comme ça, donc je vais prendre un exemple très simple. Une situation rare, j'ai pensé que je pourrais vous parler de la situation d'une personne avec qui je travaille actuellement, qui est une personne aveugle, et qui travaille avec moi sur les situations où elle se rend aveugle, seule avec son chien et son smartphone, dans des lieux qui lui sont inconnus. Ça peut être, par exemple, lorsqu'elle rend visite pour la première fois à des amis ou lorsqu'elle part en vacances dans un nouveau lieu, etc. Et bien évidemment, vous allez me répondre, oui, mais ça, c'est pas très compliqué. Elle va prendre le train, la SNCF va la prendre en charge. Il y aura des agents qui vont l'amener jusqu'à son fauteuil, des agents qui vont l'aider à sortir du train et à aller jusqu'au taxi, etc. D'accord. Mais ça, c'est penser les situations de handicap de manière extrêmement standard. Et c'est vrai que c'est un peu, en tout cas, au niveau des politiques publiques, c'est la manière dont on procède. Hein. On a tendance un peu à stéréotyper les situations de handicap pour pouvoir mettre en face des moyens. Donc, quand quelqu'un a une blessure médulaire, on va lui proposer un fauteuil. Quand quelqu'un entend mal, on va lui proposer une prothèse auditive, etc. Et ça fait partie donc des choses qui permettent de financer du soutien, notamment technique, mais aussi en matière d'aide humaine, etc., pour les personnes qui vivent donc des situations rares. Oui, mais le standard n'est pas le réel. Et le réel, ce que vit la personne, mais aussi la situation concrète et matérielle et physique dans laquelle elle est inscrite, le standard, le réel est toujours singulier. Autrement dit, il n'y a jamais une seule manière de bien faire. Et les manières de bien faire sont toujours repensées, à améliorer en fonction du nouvel appartement, du nouveau véhicule, du nouveau dispositif de bus qui est dans la ville, etc., etc. Et donc, il est bien sûr essentiel d'avoir établi des procédures qui permettent de répondre aux besoins d'une population, et le standard vaut pour une population, mais il est tout aussi primordial d'être capable de s'adapter aux situations singulières, mais bien réelles de tel ou tel individu. Et donc, je pense que lorsqu'on est patient partenaire, on rencontre des patients, mais on ne rencontre pas des populations, on rencontre bien des individus. Et donc, c'est extrêmement intéressant de réfléchir à tous ces savoirs qui sont nécessaires pour la vie quotidienne, qui sont des savoirs qui ne sont pas des savoirs médicaux, et qui vont permettre de répondre aux besoins d'un individu, aux besoins qu'il a dans une situation particulière qui est bien celle de son quartier, de son logement, de son véhicule, de son lieu de travail, des amis qu'il fréquente, etc., etc. La plupart d'entre nous, nous ne vivons pas de situations rares. La plupart d'entre nous, par exemple, nous n'avons pas à nous orienter en tant que personne aveugle dans un lieu inconnu.
Et d'ailleurs, si on devait le faire, si on se retrouvait à avoir les yeux bandés dans un lieu inconnu, nous serions tout à fait incapables de nous orienter et d'aller là où nous souhaitons, parce que nous n'avons pas les savoirs nécessaires, nous ne savons pas faire. Par contre, dans une situation qui est beaucoup plus courante pour nous, c'est-à-dire être voyant et se rendre tout seul pour la première fois dans un lieu de villégiature pour ses congés, ça, nous savons nous y prendre. Nous avons après nous orienter de plein de manières différentes. Ça peut être la signalétique routière, les cartes dans les abribus, le GPS sur le smartphone, etc. Mais en tout cas, nous avons les savoirs qui nous permettent d'arriver à bon port et sans encombre généralement. Nous mobilisons donc de nombreux savoirs, sans même la plupart du temps en avoir conscience. Et ces savoirs ne sont pas des savoirs innés qui seraient inscrits biologiquement ou génétiquement en nous, mais ce sont bien des savoirs que nous avons appris progressivement depuis l'enfance. Et donc, il y a eu une transmission par la société de quantité de savoirs et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une vie ordinaire et de savoir faire avec cette vie ordinaire. Donc, les savoirs de la vie quotidienne qui relèvent du sens commun, c'est-à-dire de la vie ordinaire de tout à chacun, sont acquis au cours d'une socialisation. C'est un processus social qui permet d'acquérir des savoirs et donc de faire avec la vie de tous les jours. Alors, ces savoirs peuvent avoir été transmis par vos parents, peuvent avoir été transmis par vos copains de classe, peuvent avoir été transmis par, je ne sais pas, le coach sportif, peuvent avoir été transmis par différents médias, Internet, la télévision, etc. Mais ce qui est certain, c'est que chacun d'entre nous, au fur et à mesure que nous avons appris à faire avec notre vie ordinaire et à nous débrouiller et à pouvoir atteindre nos objectifs, nous avons en fait appris à mailler des significations qui étaient à notre disposition dans les milieux sociaux que nous fréquentions. Donc, par exemple, ce qu'est une télé, ce qu'est un four et comment ça fonctionne, comment nous devons faire avec. Donc, nous avons appris ça et nous avons aussi appris à les mailler avec l'expérience que nous avions, puisqu'au départ, donc je vous le rappelle, l'expérience ne fait pas sens a priori et à la naissance, nous avons tout à apprendre. Donc, il y a eu vraiment un énorme apprentissage social et une énorme transmission sociale, voilà, qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une expérience qui est articulée avec beaucoup de savoirs qui ont été mis à notre disposition dans les milieux sociaux que nous avons fréquentés. Et c'est ce que nous appelons en France et peut-être au Québec, savoir gérer son quotidien. C'est une formule consacrée. Il se trouve que pour les situations rares, donc je ne sais pas, par exemple, être soumis à la terreur régulièrement parce qu'on souffre de paranoïa, être soumis, je ne sais pas, à des immenses fatigues parce qu'on passe par des séances de chimiothérapie, etc. Tout ça, vous ne trouverez pas d'explication sur comment faire et quel sens véritablement ça a. C'est vraiment très superficiel, on va dire, ça reste en surface, ni dans la culture française ou québécoise, les deux en fait, excusez-moi, la culture francophone, ni l'école, ni les transmissions de génération en génération, ni même sur Internet. Ces savoirs-là ne sont pas à disposition. Pourquoi? Parce que ces expériences rares sont peu sémantisées. Et donc, que se passe-t-il quand vous n'avez pas les savoirs à disposition? Eh bien, il se trouve qu'on ne sait pas faire avec la situation et que ça va devenir compliqué de s'adapter d'une manière qui soit pertinente, confortable. Et donc, il est particulièrement utile de pouvoir trouver des savoirs expérientiels qui concernent la vie de tous les jours et non pas des savoirs expérientiels qui concernent la pathologie. Je veux dire par là que le diagnostic médical est une forme de savoir qui est extérieure à l'expérience. C'est une forme de savoir qui est positive, qui est scientifique. C'est une prise de recul par rapport à l'expérience, c'est une objectivation. Et ça permet donc de savoir quel est le processus biologique qui est en cours ou le processus génétique qui est en cours. Et ça permet d'intervenir sur ce processus biologique. Mais par contre, ça dit très peu de choses sur éventuellement des facteurs sociaux, des facteurs psychologiques. Voilà, donc si le diagnostic médical permet le soin, parce qu'il permet de désigner la cause et permet de désigner la modalité d'intervention pertinente, et ça peut aller jusqu'aux soins psychologiques, pardon, pour tout à l'heure,
C'était un petit peu décalé de dire ça. Mais ceci dit, pour ce qui concerne les causes sociales, et donc les apprentissages qui n'ont pas pu avoir lieu, les savoirs qui n'ont pas été mis à disposition, etc., tout ça n'est pas perçu et n'est pas pensé à travers un diagnostic médical, et donc il n'y a pas de modalité d'intervention dessus. Pourtant, une fois qu'on est atteint d'une maladie chronique, outre le fait d'être pris en charge médicalement et psychologiquement, il va aussi falloir apprendre à faire dans la vie quotidienne, à faire avec et à faire au mieux. Donc ça, c'est la raison pour laquelle les savoirs expérientiels rares sont particulièrement intéressants et pertinents pour toutes les personnes qui sont concernées donc, par les situations rares. Et donc, une fois encore, je tiens à le redire, les savoirs expérientiels rares ne participent pas du sens commun, ne sont pas des savoirs qu'on a en commun. Ils sont très peu diffusés, très peu partagés et parfois même pas du tout produits. Et donc, ils ne participent pas du monde intersubjectif. Je veux dire quoi quand je dis qu'ils ne participent pas du monde intersubjectif? Je veux dire que lorsque vous échangez avec quelqu'un sur une situation très rare que vous pouvez vivre, la plupart des personnes qui vous entourent ne comprennent pas de quoi vous parlez, tellement c'est en écart avec leur expérience propre. Donc ce n'est pas intersubjectif au sens où les subjectivités ne peuvent pas se rencontrer et se comprendre. Quand on raconte subjectivement son expérience rare, sauf à rencontrer un père, quelqu'un qui connaît la même expérience rare, mais sinon, là, généralement, on reste à un niveau de compréhension réciproque extrêmement faible. Alors, par conséquent, vous l'avez compris, ce qui va suivre dans mon propos, c'est de discuter les savoirs expérientiels rares, pourquoi faire et comment. Eh bien, les savoirs expérientiels rares sont généralement produits lorsqu'on a l'occasion de rencontrer qui? Un père ou des pairs. Et donc, je vais vous parler des effets de ces rencontres sur la possibilité de produire de savoirs expérientiels rares et sur la possibilité aussi d'améliorer son existence, donc sa vie de tous les jours. Alors d'abord, comment un père peut-il être favorable à établir une relation qui permet de penser la situation rare? Voilà. Pourquoi un père est davantage favorable que quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne vit pas, qui ne connaît pas par expérience cette situation rare? Avoir une expérience proche de celle de son père, celui qu'on est en train d'écouter, modifie en général en profondeur ce que l'on comprend de lui pour au moins 3 raisons. Alors, j'ai une demi-heure, un peu de plus qui m'est consacrée, donc je ne vais pas beaucoup développer, mais la première raison, c'est que celui qui vit la même situation est beaucoup plus à même de la contextualiser de manière pertinente. Donc, quand il va écouter l'autre, il va probablement mettre les propos de l'autre dans le bon contexte ou dans un contexte très proche, similaire. Lui-même vit cette expérience. La deuxième raison, c'est que quand cette expérience rare est stigmatisée, ce qui arrive régulièrement, ce n'est pas systématique mais régulier, lui-même a vécu la stigmatisation et la discrimination. Et donc, il va être beaucoup plus facilement attentif à ça, ou en tout du moins, il croira volontiers, parce que lui-même en a fait l'expérience, et il n'aura pas tendance à minimiser ou à dénier l'existence de cette stigmatisation, de cette discrimination. Et puis la troisième raison, c'est le fait que lui-même ayant une expérience similaire ou des expériences similaires, il va avoir un certain recul, une certaine réflexivité possible, il va pouvoir comparer ce que dit l'autre, et donc il va avoir la possibilité de poser des questions ou de faire des retours, mais pas des questions ou des retours qui seraient du point de vue du sens commun, mais des questions et des retours qui sont ancrés dans l'expérience similaire. Et donc, il ne s'agit pas du même type de retour. Alors, je vais peut-être demander à Eleonora, si vous pouviez me dire, j'ai encore combien de temps pour savoir ce que je raccourcis ou pas? Est-ce que 10 minutes, ça serait bon pour vous?
je vais me débrouiller alors, mais je vais raccourcir, c'est bien ça. Je voudrais revenir sur la possibilité de contextualiser de manière pertinente. Et je vais prendre un exemple, parce que souvent, on s'imagine que c'est très facile de contextualiser de manière pertinente une situation rare. Mais quand on écoute les exemples, tout de suite, ça devient beaucoup plus clair. Et là, actuellement, je travaille avec une personne qui est autiste, enfin, en tout cas, qui vit avec des troubles du syndrome autistique, du spectre autistique, pardon. Et on travaille sur des douleurs et des tensions musculaires extrêmement violentes qu'elle vit de manière récurrente. Je pense que pour la plupart d'entre nous, on va s'imaginer que peut-être qu'elle a des mauvaises postures, peut-être qu'elle fait trop d'exercices physiques. Enfin, en tout cas, on va rapporter ça à notre propre expérience pour y mettre du sens. Il se trouve qu'un père, c'est-à-dire une personne qui vit elle aussi des syndromes, des troubles du spectre autistique, va avoir probablement comme première intuition que cette personne vient de passer par une situation où elle a dû faire des efforts d'adaptation très importants et qu'elle a dû gérer un stress important et que ça a probablement duré 1 heure, 2 heures, même peut-être plusieurs heures. Par exemple, cette jeune femme m'a expliqué une situation très concrète pour elle, de laquelle elle est ressortie extrêmement épuisée et avec des douleurs et des douleurs physiques et musculaires et un mal de tête absolument incroyable. Et une situation qui peut nous paraître extrêmement banale quand on ne vit pas ce qu'elle vit. Il s'agissait d'un groupe de travail dans lequel elle était invitée et dans lequel il fallait répondre à une fiche de renseignement et notamment analyser son parcours de vie. Et donc, sa fiche a été distribuée à tous les membres du groupe de travail et elle s'est retrouvée penchée sur cette fiche à vouloir la remplir et tout d'un coup, plusieurs participants ont posé des questions à l'animateur. L'animateur a commencé à répondre aux questions. Et là, la jeune femme, elle s'est retrouvée dans l'impossibilité de prioriser la tâche. Quelle tâche devait-elle mettre en œuvre? Est-ce qu'elle devait écouter les réponses ou bien est-ce qu'il fallait qu'elle rédige l'analyse? Elle ne pouvait pas faire les deux en même temps. C'était lié à son état de santé. Et en même temps, pour elle, la situation n'était pas claire. On venait de lui dire qu'il fallait qu'elle rédige et en même temps, l'animateur discutait et répondait à des questions. Et donc, pour elle, c'était ni clair ni logique. Et elle était prise comme ça dans cette situation. Elle était prise cognitivement. Ça lui demandait un effort énorme d'essayer de décider de la priorité. C'est pour elle une difficulté, mais aussi pour beaucoup de ses pairs, une difficulté de prendre des décisions de ce type-là. Parce que pour elle, c'était contradictoire avec une des consignes qui avait été donnée. Et donc, elle a passé beaucoup d'énergie pour faire face à la situation et en même temps, elle n'a pas pu investir ni l'une ni l'autre tâche. Deuxièmement, il y avait un volume sonore assez important parce que la conversation avec l'animateur a pris des proportions, on va dire. Voilà, c'était une conversation enjouée. Et ce qui fait que entre le bruit qu'elle a du mal à supporter, parce qu'elle n'a pas la même possibilité de résistance au volume sonore que la plupart d'entre nous, et parce qu'elle ne pouvait pas décider de la priorité qu'elle devait accorder à l'une des deux tâches, elle s'est retrouvée dans un état de tension extrêmement important qui a provoqué des violentes douleurs physiques qui ont duré tard dans la soirée. En fait, elle a dû prendre des médicaments pour décontracter son corps, sinon elle n'aurait pas pu dormir. Voilà. Je pense que la plupart des personnes qui ne vivent pas ces situations, qui sont loin d'imaginer ce que peut vivre une personne qui rencontre donc cette expérience de vivre avec des troubles du spectre autistique, mais qui sont des expériences assez classiques. Hein. Ce que je suis en train de vous raconter est un grand classique, mais la plupart d'entre nous, même quand on fréquente une personne qui vit avec ce type-là de troubles, on est loin d'imaginer son expérience, tellement elle est en écart à la nôtre. Voilà, donc un père comprend beaucoup plus vite au sens où il contextualise mieux. Il comprend beaucoup mieux aussi pourquoi en situation on peut être stigmatisé, discriminé ou tout simplement maltraité parce que les autres ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Et par exemple, elle a été tellement débordée par l'énergie que ça lui a demandé pour essayer de trouver une solution à ces deux tâches qui lui semblaient contradictoires, en tout cas qu'elle ne pouvait pas mener de front, de par son état de santé. Eh bien, en fait, elle n'est pas arrivée à poser la question pour qu'on réponde à sa question, c'était laquelle des deux tâches elle devait mettre en œuvre. Voilà, donc les personnes qui ne vivent pas ces situations sont loin d'imaginer ce que vivent les personnes, donc sont loin de pouvoir s'adapter, et par conséquent peuvent même dire à la personne « Ah, mais tu n'as pas encore rempli ta fiche de renseignement ».
mais regarde, les autres ont déjà terminé. Et alors là, vous imaginez ce que ça peut vouloir dire pour la personne qui lutte depuis déjà 1 heure pour arriver à savoir ce qu'elle doit faire. Voilà, donc le père va pouvoir mieux contextualiser, il va pouvoir s'adapter d'une manière plus fine et éviter des effets de stigmatisation, voire de discrimination ou de maltraitance qui sont très souvent involontaires, hein, du simple fait qu'on ne comprend pas ce que l'autre est en train de vivre. Mais aussi, il va pouvoir poser des bonnes questions. Pour ma part, là, actuellement, j'ai vraiment eu un exemple étonnant, c'était poser des bonnes questions. C'était, je suis dans une ethnographie, dans un groupe d'entendeurs de voix, et pour ma part, il y avait une femme qui était très en difficulté avec une voix qui venait de surgir dans sa vie depuis quelques semaines, qui était une petite fille de 6 ans, et dont elle était absolument sous l'emprise et complètement terrorisée. Et donc, tout le groupe d'entendeurs de voix s'était réuni et s'était attaché à essayer de l'aider dans cette situation qui semblait assez extrême psychologiquement. Et là, tout d'un coup, un homme lui a posé une question auquel je ne pouvais absolument pas m'attendre. C'était « Est-ce que ta voix, elle parle ?» J'avais toujours imaginé que les voix parlaient, par définition en fait. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'un certain nombre d'entre eux disent « voix », mais en réalité, ils parlent d'une présence. Et en l'occurrence, pour cette femme, la présence de cette petite fille de 6 ans n'était pas une présence qui parlait, mais une présence qui éprouvait une émotion d'une telle violence qu'elle terrorisait complètement cette femme. Voilà. Et là encore, qui aurait pu, sauf à avoir vécu cette situation, imaginer et poser donc la bonne question, celle qui permettait enfin de décrire correctement la situation et donc de pouvoir échanger sur le problème réel. Deuxième niveau de ce que peut amener les échanges avec les pairs et donc la construction c'est la co-construction de savoir expérientiel. Donc je vais aller très vite, mais lorsqu'on rencontre son ou ses pairs, on peut justement, vous avez vu, compris, il y a un contexte particulier qui est en train de se dérouler autour de l'échange d'expériences parce que l'autre ne la réceptionne pas du tout comme c'est usuel dans la vie ordinaire avec des proches ou avec des professionnels ou simplement avec une personne inconnue mais qu'on ne saurait amener à rencontrer. Voilà, un père est très proche de l'expérience qu'on vit, de l'expérience rare et donc a une meilleure façon de l'attraper. Mais il se trouve aussi que lui, quand il parle de sa propre expérience, ça permet au premier interlocuteur d'entendre des choses auxquelles il n'avait pas pensé. Et il peut les trouver ou pas dans son expérience, mais ça lui permet en tout cas de prendre du recul par rapport à son expérience, de la comparer, de la contraster, de se rendre compte que pour lui, à cet endroit-là, ce n'est pas tout à fait pareil, mais pour le reste, c'est vraiment complètement équivalent. Autrement dit, ça lui permet de commencer à mettre des significations plus fines. Il peut sémantiser son expérience d'une manière plus fine. Et donc, mieux il comprend son expérience, plus il est à même de pouvoir s'adapter, de trouver des solutions pertinentes pour mieux gérer sa vie quotidienne. Donc, de ce point de vue-là, rencontrer son ou ses pairs est extrêmement utile. Ça peut être la possibilité de trouver des mots. Par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé des personnes blessées médulaires. Elles évoquent régulièrement des sensations dans leur corps, dans la partie qui est sous-lésionnelle, sous la lésion de la moelle épinière. Et souvent, les mots n'existent pas. Il n'y a pas de mots dans le dictionnaire de français qui correspondent à ces sensations perçues. Mais le fait de pouvoir échanger avec des pairs, par exemple, permet d'abord de te rendre compte que éventuellement cette sensation, ce n'est pas seulement la sienne, c'est aussi celle d'autres personnes, mais pas de tous, que peut-être eux, ils ont repéré un élément de contexte qu'on n'avait pas repéré, mais qui effectivement est pertinent pour soi. Ça permet de pouvoir discuter du ressenti et d'affiner, de mieux saisir ce qui se passe réellement dans son corps, etc. Ça permet de saisir peut-être des déclencheurs de la sensation, ou au contraire, ce qu'elle peut signifier. Par exemple, il y a des personnes qui se sont rendues compte que certains fourmillements dans le bas du ventre signifiaient que leur vessie était pleine et qu'il fallait qu'ils aillent uriner. Ils n'avaient absolument plus du tout la sensation d'avoir besoin d'aller aux toilettes telle qu'ils la connaissaient avant leur accident et telle que nous la connaissons. Mais ils ont trouvé de nouveaux signaux corporels qui permettent de savoir que 2-3 minutes avant, il leur faut se rendre de toute urgence donc, aux toilettes. Donc, ça permet de mettre en sens la situation rare
et donc de pouvoir s'adapter autrement, de développer d'autres manières de faire avec, mais aussi et très souvent hein, simplement d'être rassénéré, d'avoir l'impression que finalement on y voit beaucoup plus clair qu'avant, qu'on comprend mieux ce qui se passe et donc on est beaucoup moins inquiet de ce qu'on est amené à vivre au quotidien, parce que c'est quelque chose qu'on subit beaucoup moins, parce qu'on le comprend beaucoup mieux. Donc psychologiquement, ça peut être extrêmement utile également. Je vais peut-être en rester là pour l'instant et d'abord envisager de répondre à vos questions.